Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée jeudi 13 février 2025, avec Claro, de son vrai nom Christophe Claro, écrivain, éditeur des éditions Incultes et traducteur de littérature anglo-saxonne. Thomas Pynchon, Salman Rushdie, Lucie Hellman, Hubert Selby Jr. Il y présentait ce jour-là son nouveau roman « Des milliers de ronds dans l'eau », publié chez Actes Sud. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Claro, merci beaucoup de venir ce soir à Toulouse présenter Des milliers de ronds dans l'eau, votre dernier texte qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Alors, vous publiez depuis 1986 des romans, de la fiction, des récits, de la critique, de la poésie. Vous traduisez de l'anglais, principalement de l'américain. Je ne sais pas si on fait la distinction. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous êtes un écrivain très protéiforme. En fait, vous n'êtes jamais là où on vous attend. Moi, je vous ai rencontré... Enfin, j'ai rencontré vos livres quand j'étais jeune libraire. C'était à la fin des années 90. C'était des romans, c'était très électrique. Après, il y a eu Cosmos, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. Depuis quelques temps, on sent bien qu'il y a eu une évolution vers autre chose que du pur roman. Des milliers de ronds dans l'eau en est une marque. Il est publié, le précédent récit que vous avez écrit avant Des milliers de ronds dans l'eau, c'était La maison indigène, qui est aussi un récit dans lequel vous puisez dans les sources familiales. C'est aussi c'est le cas de... Alors, avant de vous demander pourquoi cette évolution, si vous avez envie de répondre à ça, j'aimerais bien qu'on commence sur ce côté très hybride de votre écriture qui arrive depuis quelques mois, quelques années. Qu'on démarre sur ça. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien le travail, et le livre en est aussi en partie une émanation, s'il y a des choses plus radicales dans l'écriture, plus radicales visuellement, on en parlera aussi un peu plus tard, mais il y a une vraie évolution vers autre chose. Est-ce que vous avancez comme ça dans l'inconnu, ou est-ce que vous savez où est-ce que vous allez Bonsoir, voilà, ça marche. Merci d'être venu. Alors pour ce qui est effectivement d'une évolution, ce qui s'est passé, voilà, c'est que depuis 86, j'ai écrit essentiellement des romans, hein, des fictions. À la fois, j'ai écrit aussi beaucoup de critiques, de critiques de livres. J'ai bossé un temps au Monde des livres pendant 2 ans, ce qui était un vrai plaisir toutes les semaines d'être obligé de faire du tri, de lire des livres. Enfin voilà, l'écriture critique m'intéresse aussi parce que c'est une façon pour moi de parler d'écriture, hein, pas simplement de raconter l'histoire du livre. Mais bon, j'ai toujours été très très intéressé et très captivé par la poésie. Alors évidemment, comme tous les écrivains et pas que d'ailleurs, j'ai écrit des poèmes quand j'étais adolescent. Je pense que beaucoup d'écrivains commencent comme ça. Et après, voilà, j'ai été séduit par la forme longue, donc je me suis éloigné, on va dire, de la poésie en tant que forme, mais à la fois, j'ai toujours essayé de garder dans la fiction le même souci qu'on peut mettre quand on écrit de la poésie, c'est-à-dire voilà que la préoccupation du langage reste principale. Et puis, ben voilà, je me suis aperçu en fait que voilà, ce qui m'intéressait dans l'écriture même de la fiction, c'était l'écriture en soi, mais que j'étais pas du tout intéressé par créer forcément des personnages. D'ailleurs, je me suis aperçu de plusieurs choses. Dans mes livres, il n'y a quasiment aucun dialogue. Les personnages sont quasiment jamais décrits. On ne sait pas s'ils sont bruns, blonds, s'ils font 1m80, ce qu'ils aiment, etc. Je me suis également aperçu
ce qui prouvait vraiment mon amour pour la fiction, que systématiquement, à la fin de chaque livre, quasiment à 90%, en fait, il meurt. Parce que je me disais, ben voilà, comment on finit un livre. Enfin, il faut bien que ça s'arrête à un moment. C'est plus difficile, hein, de terminer un livre. Donc finalement, si le personnage principal meurt, ça aide un petit peu. Voilà. Et j'ai eu envie, en fait, le déclencheur, c'est peut-être... alors, il y a eu un petit texte qui s'appelait « Sous d'autres formes, nous reviendrons », qui était une réflexion, on va dire, sur la mort, un livre assez gai. Et en fait, après, je suis tombé sur des histoires d'archives familiales, personnelles, une chose que j'avais toujours laissée de côté, dont je m'étais pas préoccupé, encore moins dans mes livres. Et j'ai eu envie de raconter, c'est une partie de cette histoire, hein, qui tourne autour de mon grand-père qui était en Algérie. Et ça m'a fait comme une espèce de bascule où je me suis dit, mais en fait, j'ai plus du tout envie d'écrire de la fiction. Une espèce de rejet comme ça, même au niveau des lectures, j'ai beaucoup de mal à lire vraiment maintenant des romans, sauf si vraiment il y a une écriture. Évidemment, on peut lire Proust, mais parce que Proust c'est de la poésie, c'est pas que du roman. Et voilà, donc je me suis dit, bon bah c'est peut-être le moment de passer à autre chose et de pas se préoccuper forcément des formes. Donc autant La Maison Indigène était quand même une espèce d'enquête familiale qui reposait sur des documents, etc. Autant avec ce livre dont on va parler, voilà, j'ai un peu fait éclater les structures. En effet, le livre, j'ai l'impression, tourne autour de trois... alors j'avais noté trois éléments, trois présences. Alors c'est comme ça que j'ai eu envie aussi de le lire. Il y a d'un côté la première partie qui s'articule autour de la figure maternelle, la deuxième partie de la figure paternelle avec la présence de la poésie, et une espèce de découverte d'un élan poétique, on en parlera, et en toile de fond de tout ça, une présence forte d'éléments historiques. C'est-à-dire à chaque fois des moments très forts de notre histoire collective. Ça va être le décembre 1999, la tempête qui a balayé la France, et le livre s'ouvre sur ça. Puis ensuite 2001 et des tours qui tombent par terre, alors différentes tours, on va voir. Et puis encore un peu plus tard, des tentatives d'assassinat sur des hommes politiques, et puis voilà, une présence politique, on va en parler aussi. Alors j'aimerais bien, avant qu'on passe en détail, peut-être qu'on éclaircisse un peu ça, comment la manière dont vous avez choisi d'articuler le livre autour de ces éléments-là. Ben en fait, c'était voilà, je passais de La Maison Indigène où je me demandais un peu d'où je venais par rapport au père, au grand-père, etc. Et je me suis dit, il faut pousser un petit peu plus loin. Et j'avais envie que le narrateur, le personnage principal, qui est à la fois moi et pas moi, se pose une question très précise. C'est pourquoi est-ce qu'il écrit ? D'où ça vient ? Est-ce que c'est quelque chose qui lui a été transmis enfant ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, encore de plus loin ? Voilà. Et pour avoir, on va dire, quelqu'un qui se pose cette question, qui est peut-être absurde et sûrement vaine, c'est très difficile de savoir. On peut pas savoir pourquoi on écrit. Enfin, on peut trouver peut-être des indices, mais il n'y a pas une réponse. Donc, il me fallait un personnage qui soit complètement obsédé par cette question et qui pense que c'est une quête valable et qui va trouver une réponse. Et pour ça, il fallait aussi on va dire l'incruster dans une période, donc ça va vraiment sur 3-4 ans, où il y a à chaque fois un événement. Bon, évidemment, chaque année, on peut trouver un événement international fort, au moins, qui fait que chaque fois, il y a une irruption du réel, on va dire, et qui, justement, perturbe ce narrateur. Donc, au début, en fait, il est complètement perturbé par la tempête, qui lui donne une espèce de vision, comme ça, extra-lucide des choses. Et après, il progresse dans son enquête. Et puis après, il y a des tours qui s'effondrent et ça le bouleverse. Et en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est qu'il est complètement perdu dans un espace-temps. Il n'arrive plus à situer les événements de sa vie. Et donc, il a beaucoup de mal à s'orienter. Et il n'arrive plus à écrire. Et il veut vraiment trouver la raison de l'écriture. Donc, il part comme ça. Il profite justement de ce chamboulement spatio-temporel pour essayer de trouver des réponses à son écriture. Voilà, dit comme ça, je pense que c'est très très clair.
Oui, 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 et en même temps, se dégage du livre une impression de pensée vagabonde. Ça m'a beaucoup marqué, ça. On a l'impression, alors non pas que vous passez du coq à l'âne, enfin que le narrateur passe du coq à l'âne en permanence, mais qu'un élément en appelle un autre. Le narrateur se retrouve auprès de sa mère qui vient de mourir. On le somme plus ou moins de se souvenir de quelque chose, et il va penser à un moment de l'enfance qui est un moment où il s'est déséquilibré, où il est tombé, enfin voilà, c'est une chute. Et ça lui rappelle Deleuze, la manière dont Deleuze est mort. Voilà, sans cesse, vous procédez comme ça par pensée vagabonde. Ça, en fait, voilà, il y a des moments, il y a des souvenirs, il y a des sensations, etc., et qui servent à chaque fois à imposer des motifs. Donc il y a un motif qui revient très fréquemment, qui est la chute, et qui revient sous plein de formes. Donc ça peut être la chute des tours du World Trade Center, mais aussi d'autres tours. Ça peut être des chutes réelles, comme voilà le suicide de Deleuze. Ça peut être la chute de cet enfant qui à un moment essaye de passer par la fenêtre pour des raisons qui sont encore un peu floues. Et il y a aussi des chutes qui viennent d'œuvres d'art. Donc il y a tout un passage sur Vertigo de Hitchcock avec le vertige, la peur. Parce qu'évidemment, c'est ce que le narrateur fait en permanence. Il passe son temps à trébucher et à tomber puisqu'il est parti dans une quête complètement vaine. Mais il pense que peut-être de chute en chute, il arrivera au bon endroit. Alors le vertige, ça m'a beaucoup intéressé aussi parce qu'on a de la même manière, si vous êtes d'accord pour dire qu'on a une pensée vagabonde, on a aussi une pensée qui est en appel de vertige en permanence, puisqu'on passe on passe de moment de vertige en moment de vertige. Et ça, j'aimerais bien vous entendre sur cette question du vertige et du lien avec le travail, le labeur de l'écriture. Est-ce que parfois l'élan de l'écriture, il touche au vertige aussi, où il y a cet appel comme ça du vide, ou pas du tout? En fait, ce que j'aime bien faire dans les livres, c'est qu'il y ait quelque chose qui se détraque. Alors peut-être parce que justement, je sais pas vraiment faire un roman classique. Et qu'en plus, ce moment de ce détraquage, on va dire, soit le thème de l'histoire, qui est une notion comme ça un peu d'accident. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Crash Test par exemple et qui parle des crash tests et qui met l'accident au centre du livre. J'avais écrit un livre qui s'appelle Chair électrique qui est sur la chaise électrique. Donc c'est pas vraiment un accident mais bon ça fait un effet un peu semblable. Voilà, je veux pas passer tous les livres en revue, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et là, en fait, j'avais écrit aussi, si c'est important, parce que j'avais écrit un livre qui s'appelle Tous les diamants du ciel, qui était un livre qui était sur le LSD. En tout cas, le LSD tel qu'il avait été fait en France à un certain moment, dans les années 50. Et ce qui m'avait intéressé, c'était pas du tout de faire un livre sur le LSD, mais d'imaginer que le livre lui-même avait pris du LSD et que donc il fonctionnait de cette façon très particulière que peut faire le LSD. Et donc là, je voulais faire aussi un livre sur l'alcool. Et je me suis dit, bah voilà, c'est pas juste un livre où on parlerait de l'alcool avec justement le motif de la chute, mais il faut que ça soit comme un livre qui est lui-même pris de l'alcool. Donc en fait, le livre on peut dire que c'est un livre qui est bourré, mais l'enchaînement de ces pensées, justement, se fait d'une façon, bon, vous dites vagabonde, mais en fait, c'est plus une espèce de monologue que pourrait avoir un alcoolique qui passe d'une chose sérieuse à une chose triviale, d'une chose importante à une chose anecdotique. Et un travail aussi sur la confusion, parce que, alors, je veux bien que le narrateur soit confus, mais du coup, le lecteur l'est aussi, parce que tantôt la mère est morte, puis en fait elle l'est pas, elle est dans un hospice, puis en fait elle meurt des années après, puis en fait à la fin on continue à douter. Alors on parlera du père et du travail d'incarnation après si vous voulez bien, mais on va essayer de rester sur la mère. Mais voilà, et on a cette espèce de travail de souvenir flottant. Enfin, là aussi c'est détraqué. Parce que je pense que les souvenirs sont flottants, ils peuvent être très importants. Mais c'est pas pour ça qu'on arrive à les situer dans le temps, etc. Alors peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire ma mère est morte et vous donner la date exacte, mais c'est pas le plus important dans un souvenir, c'est pas sa datation, évidemment, c'est ses répercussions, etc.
Et donc, lui, voilà, il raconte la crémation de sa mère. Et après, en fait, il parle avec ses sœurs et ses sœurs lui disent ça serait bien que tu ailles voir maman dans sa maison de retraite. Donc il comprend qu'il a juste anticipé, mais de toute façon quelque chose qui aura lieu. Donc parce qu'en fait il fonctionne par l'écriture. Donc du moment que quelque chose est possible, on peut l'écrire. Donc il l'écrit. Donc après sa sœur lui dit quand même vas-y. Il y va, il fait une espèce de compte rendu à sa sœur de cette visite dans une maison de retraite, et sa sœur lui dit non mais tout ce que tu m'as envoyé là par mail, ce récit en fait je reconnais c'est un extrait d'un de tes livres. Donc vas-y pour de vrai, etc. Et donc ça joue sur l'écriture, c'est-à-dire que toutes les choses dont on se souvient sont de toute façon trafiquées, et elles sont trafiquées parce que la mémoire est de toute façon assez capricieuse. Et lui, ça pousse d'un cran, c'est-à-dire qu'il arrive à se rappeler de choses qui n'ont pas encore eu lieu. Vous dites, la mémoire n'est qu'une vaste entreprise de falsification, et en contrepoint de ça, vous parlez aussi de la tyrannie du réel. Alors j'ai l'impression que ce personnage, il est complètement arc-bouté entre les deux, quoi. Entre ce réel qui ne le satisfait pas et des souvenirs qui... Oui, parce que les souvenirs, c'est... on ne peut jamais être sûr d'un souvenir. En plus, c'est-à-dire que c'est sûrement la chose la plus intime, mais c'est celle qu'on ne peut pas partager. Et même deux personnes qui ont vécu la même chose en auront évidemment un souvenir et un ressenti différent. Ils pourront même très bien se contredire sur des dates, sur des lieux, sur ce qui s'est passé, etc. Donc, et puis souvent un souvenir, en fait, il vient des fois d'une photo. On croit, mais bon, on peut pas. C'est très compliqué de se rappeler un vrai instant vécu dans son déroulé. Pas la veille, mais à 20 ans d'écart, on peut pas se rappeler forcément le moment exact où votre mère vous a pris dans les bras ou des choses comme ça. Donc on sait que ce ne sont que des reconstructions, et donc qui servent à chaque fois un intérêt, on va dire personnel. Hein. Et celui qui écrit, en revanche, lui, son but quand même, c'est de faire attention à la réalité, qui est trop préoccupante, qui peut l'empêcher de se concentrer. Et surtout, la réalité, elle arrive avec son bagage de langage complètement formaté, parce que la réalité, on l'a subie essentiellement par le langage, par les informations, à des images, bien sûr. Alors que celui qui écrit, il doit en permanence se méfier de toutes ces phrases qui sont toujours toutes faites prémâchées, qui sont pour nous notre seule façon, a priori, d'appréhender le réel par un discours qu'on nous donne déjà. En parallèle, où je relisais votre livre en début de semaine, j'ai regardé et alors vraiment je vous le recommande à tous, la leçon inaugurale de Wajdi Mouawad au Collège de France, qu'il a faite la semaine dernière, qui est un moment assez intense. Mais il y a un moment où il dit, pour qui choisit de se pencher vers l'écriture, il apprend, et parfois à ses dépens, que tout comme tomber dans le vide ne s'apprend pas, écrire ne s'enseigne pas non plus. La terreur est nécessaire à la transe. Parce qu'il y a tout un truc après sur la transe. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une véritable connexion entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Là, on revient aussi sur la thématique du vertige, mais sur ce moment qui est insistant dans des milliers de ronds dans l'eau, où au début, en tout cas, parce qu'après, avec le père, c'est différent, mais avec ce moment avec la mère, il y a cette idée que le narrateur évoque qu'il a un moment d'une absolue clarté sur les choses. J'aimerais bien qu'on creuse un peu ça, si vous... Alors c'est une absolue clarté, mais qui est très particulière, parce qu'il a l'impression à un moment qu'il voit que toutes les choses sont transparentes. Donc en fait, ça renvoie presque à une vision, on va dire, rimbaldienne, le voyant, celui qui voit vraiment les choses. Oui. Seulement lui, en fait, il pousse la logique finalement à son terme, c'est-à-dire que si toutes les choses sont transparentes, voilà, si vous êtes tous transparents, en fait, je vois plus rien, puisque derrière chaque chose, il y a une chose, etc. Et donc, il imagine effectivement, s'il regarde le cercueil et qu'il voit en transparence, il finit dans le cosmos, parce que ça ne s'arrête pas, il traverse la Terre, ou des choses comme ça. Donc, c'est une façon de dire que voilà, la vision elle peut pas être complètement transperçante. Au contraire, il faut toujours prendre les choses, je pense, de côté. Hein. Vous avez cité Deleuze. Deleuze, il dit toujours que écrire, c'est pas aller d'un point A à un point B ou Z,
mais c'est toujours faire des détours, des contours. Évidemment, après, vous pouvez juste dire les choses telles qu'elles sont, mais là, vous dites les choses. Et écrire, pour moi, c'est le contraire de dire. Si je veux raconter, je sais pas, une personne qui traverse une pièce, effectivement, je pourrais dire X traverse la pièce. Après, on peut en faire quelque chose de très bien. Moi, je sais pas faire, donc je vais imaginer qu'il y a un mur au milieu de la pièce, et puis après, je vais voir où ça me mène, etc., quoi. Mais en tout cas, c'est cette idée de faire un détour, parce que c'est plus intéressant de voir les échos qu'ont les événements, les pensées, les sensations. Encore une fois, le vagabondage, en fait. Et alors, vous évoquez aussi une panne d'écriture. Enfin, le narrateur dit à la fin de la première partie que ce moment de clarté, qui est un peu paradoxal, va le ramener à quelque chose va le ramener vers l'écriture. Et à côté de ça, vous dites que le narrateur dit « j'écris depuis que je sais écrire ». Je ne sais pas bien comment formuler le... Non, mais il faut repartir de quelque chose d'assez simple, c'est que donc ce narrateur, qui est un peu moi et pas moi, cherche les raisons pour lesquelles il écrit. Alors il pourrait se dire ça vient de mon père ou de ma mère. Ma mère lisait beaucoup, mon père lui-même écrivait, donc ça peut être ça. Mais ça l'embête quand même de se dire si c'est juste quelque chose de quasiment de génétique, c'est frustrant. Il préfère avoir cette idée que l'écriture vient par un virus, donc il se dit à un moment, c'est peut-être ce virus de la poésie ou de l'écriture a été refilé à mon père par la bande, par quelqu'un d'autre. Donc il fait des recherches et il apprend. Alors en fait tout ça est vrai, bien sûr. Que son père, quand il était en Algérie dans les années 50, a rencontré un jeune poète hongrois, mais qui écrivait en français, et donc il se dit c'est ça, parce qu'il n'y a aucune raison que mon père ait chopé la poésie comme ça par son père à lui qui était architecte, ça vient pas de là, et donc il se persuade que ça vient de ce poète hongrois. Et donc, il veut se renseigner sur ce poète hongrois. Et comme dès qu'il veut faire quelque chose, il le fait à l'extrême, au lieu de juste faire des recherches sur ce poète hongrois, il décide d'aller à l'intérieur du père et de remonter le temps pour arriver au moment de cette rencontre. Il est tellement obsédé par ça, donc il se retrouve dans le père. Sauf que c'est un peu le voyage dans le temps, et il se plante d'années, et donc il se retrouve plutôt dans les années 60, un peu avant sa naissance, et il est juste enfermé dans le père qui lui-même est dans un bar, avoir une discussion d'alcoolique avec un autre type. Il n'arrive pas à retourner son père et à le faire revenir dans le passé, parce qu'il voudrait vraiment arriver à ce jour de 1951 où il a rencontré le poète. Donc toutes ces tentatives, chaque fois, se soldent par un échec, mais bon, où il se passe quand même des choses, il apprend des choses. Alors bon, on allait y venir à ce Georges Alexandre. Il est vrai ou il n'est pas vrai? Oui, il existe tout à fait. Et en fait, il vient quand je faisais des recherches sur mon père et mon grand-père pour la maison indigène, je suis tombé sur une lettre de ce poète Georges Alexandre que ce poète avait écrit à mon père, et qui est une lettre de 4 pages qui est incroyable, avec des dessins absolument magnifiques. Après, j'ai fait des recherches, et voilà, c'est un poète qui a été publié plutôt dans des revues confidentielles, qui a traversé toute l'Europe à pied, mais qui est mort. Après, il est arrivé, il n'avait plus d'argent, il s'est retrouvé à Alger avec sa mère, et en fait, il est mort d'un AVC, visiblement dans sa baignoire à l'âge de 21 ans. Donc c'est une espèce de Rimbaud encore plus écourté que Rimbaud. Et donc vous avez, parce que vous citez pas mal des extraits des poèmes donc vous avez des traces de... J'ai fait des recherches, et j'ai trouvé effectivement des tas de petites revues comme ça où il y avait des textes de lui, mais il est pas. On le trouve des fois dans une ou deux anthologies de poésie. Quand même, il y avait des gens qui l'avaient repéré, mais bon, comme il est mort assez jeune, on n'a pas un corpus énorme. Non. Alors le père, ce qui m'a fasciné dans quand on arrive au moment avec le père, c'est ce motif de désincarnation, réincarnation, ce double mouvement qui se fait. Avec la mère, on a un corps qui est elle est tantôt morte, tantôt pas morte, mais en tout cas, on a cette scène qui est violente quand même, où il est à côté du corps de la mère. En même temps, il a l'impression d'être dans une parfaite clarté. On comprend que c'est quand même flou. Et puis, il y a ce motif
qui arrive en même temps que la poésie de totale réincarnation au travers du père. Ça, j'ai trouvé que c'était assez fascinant parce que ça touche vraiment. Enfin, je trouve que ça touche vraiment à ce que c'est que cette question de la poésie, quoi. Oui, et puis ça touche à ce que c'est que l'écriture. On se met forcément on va dans des territoires, on va dans des personnages qui peuvent être très éloignés. J'avais écrit je fais pas de la pub pour tous mes autres livres, mais il y a quand même, je m'aperçois qu'il y a un peu une cohérence. J'avais écrit un livre qui s'appelle Madman Bovary, où c'était l'histoire d'un type qui, suite à on va dire une désillusion amoureuse, veut plus du tout penser à ça et décide de s'immerger complètement dans la lecture de Madame Bovary, qui est un de ses livres préférés. Et en fait, il s'immerge tellement dans Madame Bovary qu'il se retrouve à l'intérieur du livre, où évidemment il va tout faire capoter et tout en fait va le ramener à cette désillusion amoureuse. Donc j'aime bien. J'ai utilisé le mot tout à l'heure, cette idée de virus où on rentre dans quelque chose et évidemment ça modifie les choses. Donc là, il rentre dans le père et effectivement il est comme comme dans un cheval de Troie ou le père devient une espèce de véhicule et il s'aperçoit qu'en fait le père se nourrit déjà de ses propres pensées à lui, parce qu'à un moment il s'aperçoit que le père est en train de développer une théorie comme quoi Vertigo est un grand film sur l'alcoolisme. Et il dit, tiens, c'est quand même étonnant parce que il sait que lui, un jour, il a écrit un livre où il a développé cette thèse. Donc en fait, il y a un mouvement d'aller-retour entre lui qui essaye de diriger le père et le père qui lui pique des idées pour alimenter ses conversations solographiques. Ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, parce que moi, j'ai pas ce souvenir de Vertigo. Que ce soit un film sur l'alcoolisme en réalité, parce que ça m'a pas. Non, hein, c'est ça. Alors, je revois bien la scène. Dans un livre précédent qui s'appelle L'échec, qui était paru aux éditions Autrement, justement, là, il y a un chapitre entier, enfin même plusieurs, qui est consacré pour une démonstration que c'est un film sur l'alcoolisme. Et franchement, j'ai fait la démonstration devant même des cinéphiles et ils sont convaincus. Après, ils ont envie de boire, mais voilà. Ouais, c'est ça. Regardez le film sous cet angle-là, et vous verrez que chaque fois qu'il veut prendre un verre, il y a quelque chose qui l'en empêche. Alors bon, c'est quasiment en fait le cas, c'est vrai et faux, parce que dans tous les films, évidemment, les gens finissent jamais de leur verre, sinon le film durerait 5 heures. Mais bon, il y a quand même quelque chose de très important, tout un discours sur l'alcool, et ce que j'explique dans le livre, c'est que Hitchcock, en fait, a eu cette idée, vous savez, ce fameux travelling, pour ceux qui ont vu le film, quand il est accroché à une corniche comme ça d'immeuble, il regarde en bas, et il y a un mouvement comme ça. Ce qu'on appelle le mouvement de une espèce de la caméra contrariée là. Et Hitchcock a dit très clairement que en fait cette espèce de vision comme ça en accordéon, c'est quelque chose qu'il avait eu un soir à Londres alors qu'il était dans un état d'ivresse absolue, parce qu'il était quand même c'était un alcoolique, Hitchcock. Donc là je me suis dit tiens, il y avait peut-être quelque chose à fouiller là-dedans, et on peut faire une espèce de lecture comme ça palimpseste de Vertigo comme l'histoire d'un alcoolique. Et les rapports alcool et écriture, ça fonctionne, ça, je sais pas. En fait, c'est comme, c'est un peu dans tous les livres. Il y a je parlais dans Cher électrique, c'était le courant électrique qui quelqu'un qui est assis, qui est transformé par le courant électrique, quelqu'un qui prend du LSD qui est transformé, etc. Et pour moi, chaque fois, en fait, ce sont des figures de l'écrivain, c'est-à-dire que il ingère une substance. Moi après je prends des cas précis, ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être une désillusion amoureuse, voilà. Et Dorothy dans Cosmos, elle en prend aussi des trucs. Ouais, elle prend un peu de pavot, oui c'est vrai, mais bon. Et voilà, et pour moi l'écrivain c'est quelqu'un, il est assis et en fait il se met à voyager comme ça, et sauf que lui sa substance principale, parce qu'on n'écrit pas sous LSD ni bourré, sa substance, sa drogue à lui, c'est l'écriture. Et c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que c'est toujours un combat entre deux flux. C'est-à-dire que on laisse venir le langage à soi avec les associations d'idées qui vont se faire par le sens des mots, par leur sonorité, qui font que on n'écrit pas, on n'a pas un programme comme ça et on écrit comme une machine. On laisse les choses se multiplier. Hein, c'est quelque chose de chimique. Donc il faut à la fois laisser un lâcher prise, on va dire, quand on écrit un peu pour que ça bouillonne, que des choses se produisent, qu'on n'aille pas que dans une direction prévue. Et à la fois, il faut tout le temps être vigilant parce que le langage, ce que je disais tout à l'heure, il est préformaté.
Donc quand on veut écrire une scène, on a déjà presque tous les éléments de langage pour le faire si on veut pas trop se fouler. Donc à chaque fois, il faut à la fois lâcher prise et garder un certain contrôle pour que l'écriture ne soit pas complètement mécanique, mais qu'elle devienne un peu organique, vivante. Alors question peut-être petit pas de côté, mais du coup des milliers de romans, vous l'avez écrit dans l'ordre dans lequel on le lit, ou il s'est fabriqué en patchwork ou en... Ça c'est une question qui est un peu compliquée parce que on peut dire que voilà, le livre on l'écrit de A à Z, mais comme au fur et à mesure en fait on revient tout le temps, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire qu'en fait on écrit un livre de façon linéaire, puisque voilà, je réécris tel passage 10 fois et donc il va modifier des choses. Donc après, quand je vais aller au chapitre d'après, il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas une redite ou un écho qui serait trop appuyé. Donc voilà, c'est ce que disait Deleuze une fois de plus. Il disait que l'herbe pousse par le milieu. J'aime bien cette idée. Oui, et en fait, on est dans un livre, il faut toujours être dans le milieu à tous les moments. Il ne faut pas croire que c'est juste le début, le milieu et la fin. Parce que moi, il y a des motifs qu'on retrouve à différents moments du livre. Je pense que c'est totalement voulu. Hein, la question du vertige, la question du saut dans le vide, etc. Il y a cette présence. Alors, plus vaste. Alors c'était ça, peut-être c'est ça le sens de ma question. Est-ce que c'est un moteur de l'écriture, cette présence de la poésie qui va être celle de Georges Alexandre d'un côté, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres, il y a des références cachées ou pas cachées. Il y a des moments explicites. J'ai probablement pas tout vu, mais il y a Dylan Thomas. Il y a est-ce que ça c'est un moteur de l'écriture aussi? Est-ce que ce sont des petits cailloux qu'on met qui permettent de... Une fois de plus, c'est pour rappeler que quand on écrit, évidemment, on écrit aussi avec tout le bagage de lecture qu'on a accumulé. C'est-à-dire que même des mots, certains mots qui sont courants, pour un écrivain, peuvent être en fait plutôt associés à un texte. Je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais si moi, par exemple, si je vois le mot Léviathan, alors c'est pas le mot le plus courant, je suis d'accord, mais je vais pas penser à Hobbes, mais je vais penser au bateau ivre parce qu'il y a ce mot dans ce texte. Donc souvent les mots viennent de dictionnaires personnels très très particuliers, et puis voilà, toutes ces lectures s'accumulent, et moi justement j'ai essayé des fois, au lieu d'écrire ma propre phrase, je glisse à l'intérieur une phrase alors plutôt d'un poète. Il y a des phrases de Cocteau, il y a des phrases de Baudelaire, parce que c'est pile à ce moment-là où elles me semblent pouvoir dire peut-être ce que je ne saurais pas dire. Ouais. Voyez, moi, il y a un motif qui revient, celui de la forêt et de l'arbre. Et à un moment, je me suis dit, mais merde, c'est Dante, c'est le début de la Divine Comédie. Je me retrouvais au milieu au chemin de notre vie dans une forêt obscure. Ouais. J'y ai pas pensé, mais je peux espérer que mon cerveau, lui, s'en occupe. Voilà. Hein. De toute façon, c'est des résonances, hein, donc. Ça me paraissait très très logique, parce que le livre se passe au début des années 2000. Vous êtes né en 62. On peut imaginer qu'au début des années 2000, vous dites, je suis au milieu de ma vie. J'avais pas du tout pensé à ça, mais du coup, pour moi, c'est parfait. Ça veut dire que c'est un livre qui fait travailler le lecteur, et qui commence à mettre d'autres grilles. Et après, si le livre peut fonctionner avec un autre, on va dire un autre régime de moteur, je trouve ça très bien, parce que moi, je peux pas être conscient de tout ce que j'écris. Et alors sur l'aspect visuel, textuel, chacun des chapitres se termine par il faut peut-être qu'on dise en premier que il n'y a qu'une seule la ponctuation est pas il n'y a pas de point dans le livre, et chacun des chapitres se termine par avant une dernière incise, 3 fois 2 points de suspension, la dernière incise, et puis un point virgule. Ça qui est systématisé, qu'on voit que vous avez cité tout à l'heure, le livre au seuil, chez Fiction et compagnie. Sous d'autres formes, nous reviendrons, où c'était là aussi, c'était un procédé d'écriture. Alors moi j'aimerais bien vous entendre sur ça, quelles
quelle est l'utilité de ça? Non, mais j'imagine bien que ça en a une pour vous, et vous imaginez, et j'imagine que vous pensez que ça en a une pour le lecteur. La ponctuation, c'est évidemment important. Donc, par exemple, là, il n'y a pas de point, mais ça ne veut pas dire que c'est une seule phrase. On connaît au moins 4, 5, 6 livres comme ça où il n'y a pas de point, et bien sûr qu'ils existent, qu'ils sont cachés. C'est comme une phrase de Proust, il y en a qui font 3 pages. Mais en fait, c'est des dizaines de phrases qui, par un procédé chaque fois de décrochage, qui permet de créer un rythme, s'enchaînent. Mais voilà, donc la ponctuation, c'est une façon de dire quelque chose en plus du texte. Et moi, c'est un signe de ponctuation. C'est pas que je l'ai inventé, mais c'est-à-dire que c'est 3 fois 2 points. Donc ça peut donner l'idée d'une explication majeure qui va être donnée, où on insiste beaucoup. 3 fois on vous dit on va révéler quelque chose, ou on va venir au but, et à la fois on peut voir comme si c'était 2 couches de points de suspension. Donc moi je ne sais pas comment le lecteur lui le voit, mais en tout cas son cerveau il voit forcément ces 2 choses. Donc il voit à la fois quelque chose qui a l'air catégorique, et quelque chose qui peut être complètement évasif, etc. Et donc c'est une façon d'éviter le point en mettant 2 choses contradictoires. Et de basculer un dernier bout de phrase après les 3 points de suspension. Voilà. Et après il y a comme quelque chose qui est dit et qui est décroché, qui est décalé, qui est coupé du reste. Mais c'est intéressant parce que pour moi aussi, l'intérêt de ce point, de cette ponctuation bizarre là, c'est 3 fois 2 points ou 2 fois 3 points. Ça veut dire que ça oblige le lecteur. Ça lui rappelle qu'il est dans un objet d'écriture. Parce que c'est vrai, quand on lit, on passe pas son temps à se dire qu'il y a un travail d'écriture. Enfin, des fois, on peut être emporté par l'histoire ou même la musique. Et du coup, il y a une matérialité typographique qui dit tiens, il se passe quelque chose, mais rappelez quand même que la ponctuation peut avoir un sens très fort. On va peut-être goûter un petit peu cette langue, si vous voulez bien nous lire un passage. Dès que je sus taper à la machine, sur la machine, l'insomnie prit ses quartiers dans la chambre de mon corps. J'écrivais jusqu'à tard dans la nuit, puis m'étendais dans un état d'épuisement que rien ne soulageait, écrivant encore dans ma tête, tramant de longues phrases filandreuses, tel un métier à tisser manié par un aveugle impénitent. Le jour me traversait sans m'éclairer vraiment, car mon esprit s'apparentait désormais à un vitrail de pacotille. Je maquillais mon hébétude en discrétion, mes vertiges en indécision, mes réflexes narcoleptiques en crise de surmenage. Écrire, veiller, du trot passer au galop, puis du galop au pas, en un absurde continuum dont j'étais le jockey ivre, de plus en plus accro à la machine. L'accoutumance à l'écriture a pour effet que la vie normale, la vie ponctuelle, la vie pour ainsi dire canonique, est vécue comme une somnolence qu'aucun songe ne vient sanctionner. À 13 ans déjà, j'étais tiraillé entre servilité et rébellion, déambulant entre 2 réalités qui se détestaient, ne sachant plus la différence entre prendre conscience et perdre connaissance. La machine à écrire du père, elle, continuait de me sourire béatement, affreusement, à même le plateau de mon bureau. Elle cliquetait sans même que j'aie besoin de l'effleurer. Je m'y attelais, tel un bovin épris de joug, frappais sur ce tambour de métal comme un sourd, et ce, littéralement, jusqu'à ce que le silence m'avertisse que je ne tapais plus, que j'étais juste assis. Une voix autre que la mienne, susurrant à mon esprit « Sache donc quitter la chaise, cul de plomb » ou quelque chose d'approchant. Mes yeux boulonnés aux touches qu'il croyait voir s'enfoncer encore et encore, s'enfoncer et remonter, vivant dans l'illusion que ma seule volonté actionnait ces barres à caractère, attendant qu'elles écrasent assez d'encre sur la page, sous le ruban soyeux, pour recouvrir l'intégralité de celle-ci que je délivrais alors du rouleau et posais à côté de la machine afin de la relire au matin, mais le matin, hélas, m'asseyais devant une page saturée de phrases dont je n'avais ni le souvenir ni l'intelligence. Merci. J'aimerais bien qu'on revienne aussi un petit peu sur les événements politiques et cette histoire de Poutine. Qui
qui est assez étonnant. Parce que, donc, et Hewlett Packard. Hewlett Packard. Je le raconte. Alors, ouais, on commence par Hewlett Packard. En fait, pendant la guerre, mon grand-père avait sauvé un soldat américain. Ça arrive. Pas que dans l'autre sens. Et ce type a eu un enfant qui, après, avec un autre monsieur, ont fondé une société qui s'appelait Hewlett Packard. Voilà, dont le sigle est HP, qu'on connaît surtout parce que c'est les imprimantes, mais c'est quand même une société hyper importante, et c'est elle qui a financé Poutine, qui avait besoin de moyens de financement et de moyens électroniques pour contrôler tout l'appareil juridique russe au moment où il a commencé à venir au pouvoir en évinçant gentiment l'alcoolique Eltsine, encore un alcoolique. Et donc voilà, et donc le narrateur se dit, mais alors si mon grand-père n'avait pas sauvé ce type, il n'aurait pas eu un enfant, etc. Et donc peut-être Poutine ne serait pas arrivé au pouvoir, il est là. Et donc après il y a une espèce de réflexion absurde sur l'histoire. C'est comme l'histoire, vous savez, de ce il y a un pasteur qui avait sauvé Hitler quand il était enfant d'une noyade. Et donc voilà, on peut se demander à quoi tient l'histoire. Est-ce qu'il y aurait eu un autre Hitler? Enfin, il y a toujours une réflexion entre le collectif et l'individuel. La réalité dépasse la fiction en permanence. Voilà. Alors, évidemment, c'est faux. Mon grand-père n'a jamais sauvé ce soldat, mais la chose est possible. Dommage. Donc du moment où elle est possible, on peut en faire quelque chose. Ah oui. Alors c'est vrai. Et c'est moi qui mens. D'accord. Mais... Ouais. Et les images que vous avez glissées dans le cœur du texte, ça c'est un. En fait, je l'avais fait dans le livre précédent, La Maison Indigène, qui, comme je l'ai dit, était une espèce d'enquête. Donc, il y avait des photos de cette maison que mon grand-père avait fait bâtir à Alger. Il y avait des photos de la famille, d'objets, de choses comme ça. Et là, je me suis dit, bon, on n'est plus du tout dans le même régime. On est quand même dans quelque chose de très, un peu plus délirant, fiction. Et donc, c'est peut-être encore plus intéressant de mettre des documents comme si on était... dans un livre qui argumente aussi par l'image. Donc là, ça vient en fait plutôt d'archives personnelles. Il y a une photo de mon père, de ma mère. Il y a même une photo du petit bébé Hewlett, mais quand même dans le chapitre, le narrateur dit que cette photo qu'il avait de ce bébé, il l'a perdue. Et à la fois, le lecteur, lui, la voit. Donc il peut effectivement se demander si on le mène pas un peu en bateau. Le livre est plein de choses trappes. Finalement, on se fait piéger parce qu'on se dit qu'après la maison indigène... voilà. Alors, est-ce que la maison indigène est aussi pleine de choses trappes comme ça? Ou elle est beaucoup plus proche de... Non, on ne peut pas savoir ça. C'est une question de... La question de la véracité, elle est assez particulière, mais je pense que... on peut la sentir quand même dans un livre, à quel moment il y a est-ce que le mentir vrai d'Aragon peut intervenir ici, mais je pense qu'on le sent. Enfin, il y a quelque chose. Il faut quand même avoir une honnêteté dans ce qu'on fait pour que ne pas que le but soit après de troubler le lecteur, de l'égarer éventuellement, de l'emmener sur des fausses pistes, etc. Mais on peut le faire quand même avec honnêteté, où il va bien se rendre compte qu'il y a un jeu, et après lui il adhère au jeu ou pas. Hein. Peut-être il y a des interventions dans le public. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le jeu parce que je trouve ça très fort. Parce qu'il faut savoir jouer avec la langue pour arriver à transmettre ça. Et bon, ça c'est une première chose que je tenais à dire. Et il y a ce qui m'a beaucoup troublée tout à l'heure. Vous avez dit que peut-être il y avait un lien entre tous vos bouquins. Vous avez eu cette phrase de le dire comme ça, mais il me semble que la question de la chute est présente dans chacun de vos livres. En fait, parce que dans les romans, il meurt à la fin, il chute. Hein. et dans ce livre particulièrement, moi j'ai été saisie par cette image de cet enfant au bord de la fenêtre, et je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui se jouait là sur la question de l'écriture, c'est-à-dire de l'enfance, c'est-à-dire revenir à ce point-là pour écrire. Oui, mais de toute façon, le livre à la fin donne une énième clé sur les origines de l'écriture qui viendrait d'un livre pour enfants que le narrateur a lu, etc. Donc ça semble une pirouette, ça semble machin, mais à la fois, il
il y a une vérité là-dedans, c'est que le rapport à l'écriture, il se fait forcément très tôt. Je pense que même des gens, je sais pas, qui sont devenus écrivains qu'à 40 ans, il y en a, comme, je sais pas, Henri Miller. De toute façon, c'est un rapport au langage qui vient de très loin, mais qui vient évidemment de la petite enfance, où il y a une espèce de fixation, je pense, qui se fait sur le langage et qui oblige donc cette personne à passer par l'écriture, plus que par le langage oral, je pense. Alors je sais pas, il faudrait interroger les écrivains là-dessus, mais ils en parlent même très bien. Mais même Graham Greene, je lisais quelque chose récemment là-dessus, parle de l'importance fondamentale des livres qu'il a lus enfant et qui pour lui disaient le monde. Et après, quand il voit ce qu'est vraiment le monde, il y a une espèce de rejet de la réalité. Bon, même si Greene lui l'a affronté, cette réalité, mais qui fait que je pense que l'écriture c'est un mot très bête, c'est une forme de refuge, c'est une protection. Et après, on essaye d'en faire non pas juste une bulle ou un refuge, mais aussi d'en faire un mode de communication avec le monde extérieur. Mais c'est sûr que c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment une façon de se protéger de ce qu'on appelle la réalité. Parce que quand j'écris, moi, il n'y a rien d'irréel. C'est quand même, j'ai quand même l'impression que tout est réel. Et je pense que c'est plus qu'une impression. Oui, et c'est ce qui permet peut-être aussi, je suis en train de repenser à ce jeu avec la langue et le fait que vous jouiez avec vos personnages, c'est ce qui permet de laisser place à chaque fois à l'écriture. C'est-à-dire qu'au fond, certes, il y a un sujet dans le livre, mais c'est pas ça qui importe. C'est ce qui nous reste à nous, en fait, et peut-être ce qui vous reste à vous, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose à chaque fois de ce qui reste de la chute à chaque fois, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi du corps qui est très présent dans ce bouquin, que je trouvais extrêmement présent dans celui, j'ai aussi du mal à retenir le titre, c'est pas par hasard, Au Seuil. Ouais. Sous d'autres formes, nous reviendrons. Ben oui. Il y a quelque chose du corps qui est vraiment beaucoup plus présent que dans les romans, il me semble, dans vos écrits. Ça doit être différent, parce que pour moi, ça a toujours été... j'ai l'impression que c'était important. Ouais. Après, il y a des façons peut-être effectivement de l'aborder qui sont très différentes, mais c'est vrai que ce que je tenais à faire aussi, c'était m'être aperçu que quand même sur une vingtaine de livres, j'avais jamais parlé de choses personnelles, ou en tout cas pas consciemment. Évidemment, après, si je regarde, je vois bien que si je l'ai fait, mais en tout cas pas consciemment, de ne pas vouloir faire entrer un vécu, etc. Et par le biais de cette forme un peu spéciale, du coup, j'ai pu mettre des tas de choses qui sont absolument vraies. C'est-à-dire qu'en fait, tout est vrai dans les pensées, les souvenirs, les sensations, mais chaque fois, il peut y avoir un décalage. C'est-à-dire que c'était pas à cette date-là, c'était pas avec cette personne, c'était pas pour telle raison, etc. Mais tout ce qui est pensé, remémoré et ressenti, en fait, est complètement sincère. Chaque année, j'appelle ma sœur pour lui demander à quel jour est morte ma mère. Je ne me rappelle jamais l'année, donc ma sœur est très patiente avec ça, donc chaque fois elle me donne la date et chaque fois je l'oublie. Et c'était une des raisons aussi pourquoi je voulais jouer avec ça. C'est que voilà, j'ai pas oublié que ma mère était morte, mais en revanche, le fait que je n'arrive pas à me rappeler la date veut dire quelque chose, et j'essaie justement de jouer avec ça dans le livre. Alors moi, j'étais vraiment très très impressionnée par votre livre. C'est le premier de vous que je lis, et maintenant je vais m'y mettre à rebours parce que il faut que je me mette à jour. Je trouve que c'est une écriture, une façon d'écrire, d'attraper la réalité ou pas la réalité, que je trouve avec une écriture. Enfin, je suis très impressionnée. Mais alors, je vais peut-être me concentrer sur un point particulier parce que bon, moi, je suis très accrochée à la littérature hongroise et même la 4e de couverture m'a tout de suite étonnée. Parce que voilà, il y a ce jeune poète hongrois et je me suis précipitée pour le retrouver parce que je connaissais absolument pas ce nom, ni en français, ni en hongrois, puisque c'est Gergely György. Et je me suis mis à chercher partout sans arriver à le retrouver, mais il y a des traces. Il y a des traces. Et alors, je voulais quand même vous demander, mais j'ai d'autres questions et d'autres rapports avec cette littérature. Comment vous aviez pu avoir autant d'éléments? Parce que moi, vraiment, j'ai enquêté aussi.
Et vraiment, j'ai rien trouvé, si ce n'est une médiathèque la plus proche de Toulouse, qui est à Stanford Université, à 3200 km. Alors, j'ai pas... comment ? C'était marqué 3200 sur... Peu importe. Miles, voilà. En fait, trop loin pour le demander. Et donc, voilà, je serais très intéressée de savoir comment... Parce qu'il y a énormément de détails dans votre livre sur ce jeune poète dont la vie est quand même assez extraordinaire et tellement précoce. Et beaucoup de détails historiques sur cette période de la Hongrie, sur sa rencontre avec Sándor Márai, qui aurait préfacé son recueil. D'ailleurs, j'ai su par des biais très tordus. Et voilà, j'étais très intéressée par cette question-là, mais aussi, j'ai trouvé quand même des similitudes qui m'ont vraiment étonnée avec des écrivains hongrois. Je ne sais pas si vous les connaissez. Par exemple, Péter Esterházy, qui a écrit un livre sur la mort de sa mère, qui est tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Les verbes auxiliaires du cœur, dont on ne sait jamais si elle est morte ou pas morte. Et oui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et 20 ans après, il en a écrit un autre qui s'appelle Pas question d'art, où elle raconte que vraiment sa mort lui a beaucoup servi pour écrire. Et j'ai trouvé vraiment des points de rapprochement que j'ai trouvé très étonnants, y compris par exemple aussi avec... alors, Péter Esterházy, c'est un écrivain fabuleux. Donc c'est une approche qui vraiment ne vous dessert pas. Et puis et d'autres points. Donc je me suis demandé si vous aviez si vous connaissiez quelque chose à cette. En fait, ce que je disais, voilà, je suis parti de cette lettre. Donc j'arrive à déchiffrer, je vois Georges Alexandre, je vois bien que le type est un poète, il fait des allusions à un prix littéraire qui va lui être décerné. Donc la lettre, elle est écrite du coup par rapport à ce prix littéraire qu'il a eu, qui était décerné à Alger par une association qui s'appelait le Goéland. On peut savoir en gros quand il a écrit cette date parce qu'elle n'est pas datée et elle est datée. En fait, on comprend qu'elle est écrite peut-être en décembre et lui il meurt en janvier. Donc c'est une lettre qu'il écrit un mois ou 15 jours peut-être avant sa mort. Mais voilà, j'arrivais pas à trouver des choses sur lui. Je cherchais sur internet à la fois le nom de Georges Alexandre ou je vais pas le dire Georgei parce que mal prononcé, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ça. Et en fait une femme qui est une lectrice de mes livres avec qui j'ai déjà correspondu et qui est documentaliste dit je peux t'aider, et elle a fait des recherches que j'aurais pas pu faire. On a trouvé des pistes. Donc une fois qu'on a su qu'il avait écrit dans telle revue, après par des réseaux bibliophiles, parce que c'était vraiment des petites revues confidentielles, j'ai réussi à trouver les livres. Même cette femme après, elle était complètement passionnée, donc elle arrivait à les commander, elle me les offrait alors que c'était vraiment des ouvrages de bibliophilie. Après, elle m'a trouvé des documents qui étaient en hongrois. Qu'elle a fait traduire, etc., qu'elle m'a donné. Donc c'est comme ça que j'ai eu tout le récit de la visite à Sándor Márai, parce qu'après quand je lisais le journal de Márai, enfin il y a plusieurs volumes, mais il en parle jamais à aucun moment. Mais voilà, quand même Georges Alexandre est allé le voir. Et puis il y a eu un petit livre qui s'appelle Le Chien Jaune, qui a été publié par un éditeur, mais après la mort de Georges Alexandre, qui est en fait un poème assez long, donc il a fait un petit livre, mais c'est publié à, je crois, 50 exemplaires. Mais j'ai réussi après aussi par des journaux qui avaient publié. Au bout d'un moment, je pense pas que j'ai tout, mais j'ai réussi à voir quand même beaucoup de ses poèmes, dont il y en a encore quelques-uns qui étaient en hongrois, qu'il avait écrit au début. Donc c'était une quête assez passionnante. Et même au départ, à la place de ce livre, en fait, je voulais vraiment écrire un livre sur Georges Alexandre, sur un poète inconnu. Et pendant des années, je n'arrivais pas à trouver un moyen d'entrer dans Georges Alexandre. Et en fait, par le biais de se dire, et si tout venait de lui, ce qui est évidemment absurde, ça me permettait de le faire exister durablement. Alors pour ce qui est d'Esterházy, ça prouve qu'on peut vraiment être influencé par des livres qu'on n'a pas lus.
Ce qui me va très bien et ce qui magnifique. effectivement me donne envie de le lire. Alors je sais pas s'il y a un peu de l'esprit hongrois moi j'aime beaucoup la littérature de l'Est et cette façon que ce soit des Roumains, des Hongrois, ils ont une espèce de folie très raisonnée comme ça pour redonner un ordre différent au monde et bouleverser un peu les points de vue. Donc je pense que je vais me pencher sur Esterházy que je connais vraiment pas du tout. Ah, je serais très contente. Mais y compris d'ailleurs les citations qui sont incluses. Alors lui, il ne met pas de gants, il les inclut dans son texte. Il a été accusé de plagiat plusieurs fois. Bon, il a été dédouané, mais ça le caractérise aussi. Dans tous ses livres, il y a des citations d'auteurs du monde entier et on peut s'amuser à les repérer, mais... Et vous en mettez, mais vous les signalez quand même. Alors je les signale, elles sont en italique, mais je mets pas le nom de l'auteur. Et après d'ailleurs c'était embêtant parce que l'éditeur me demandait est-ce qu'il y a des questions de droit, est-ce que tu te rappelles, mais au bout d'un moment je me rappelais plus forcément même de qui c'était ni dans quel livre je l'avais vu. Pour les traductions c'est très compliqué parce que les traducteurs sont obligés de rechercher le texte authentique et c'est parfois très très difficile. Oui, ça je connais un peu la question. Quand on a une citation traduite, on ne sait jamais s'il faut la traduire telle quelle parce que finalement c'est l'anglais, lui il l'a vu comme ça, ou s'il faut retourner à l'original et des fois il vaut mieux faire un mixte ou en tout cas respecter plus ce que l'auteur lui a cru entendre. En tout cas je vous remercie parce que vraiment j'ai été très très touchée par... Ça me touche également, merci. Merci beaucoup. Je voulais vous demander justement que vous nous parliez un peu de votre métier de traducteur par rapport à votre métier d'écrivain et quels étaient vos choix d'œuvres que vous traduisiez. Si ça allait dans le sens de votre écriture ou si ça n'avait rien à voir. Au début, j'ai fait ça parce qu'on me l'a proposé. Évidemment, vu mon âge, je suis à une époque où ça n'existait pas du tout les formations de traducteurs. Il n'y avait pas d'école comme maintenant il y a des masters en 2 ans où ils apprennent à traduire et ils vont nous chasser. Ça va être horrible. Mais voilà, j'ai fait ça comme ça et au bout de quelques années, quand même, je me suis aperçu d'une chose, mais qui était tellement évidente, c'est que moi, je suis pas un grand connaisseur de l'anglais comme langue. Je suis pas du tout un admirateur de la civilisation américaine. Là, c'est un peu 2 mots qui vont pas ensemble, mais j'ai pas de fascination pour ça. J'ai dû voyager 2 fois aux États-Unis en 60 ans. Ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était ce travail de passer d'une langue à une autre. Tout le monde a fait des versions à l'école, même si vous n'êtes pas traducteur, et vous vous rendez bien compte que votre premier jet, qui est écrit en français, qui est quand même votre langue, il y a quelque chose qui ne va pas dans un premier jet. C'est-à-dire que vous arrivez à mal écrire en français. Alors que si vous aviez écrit la même chose naturellement, voilà, ça se tenait. Mais le fait de traduire vous déséquilibre. Hein. C'est pas une question de chute, etc. Mais on trébuche beaucoup quand on traduit. Des phrases même simples, pas forcément c'est des choses compliquées, mais ça vous décale dans le langage. Il y a un truc bizarre qui se produit. Et moi, je trouve ça complètement fascinant de tout d'un coup d'avoir l'impression de ne plus savoir écrire en français. C'est comme ce que disait Céline sur le bâton qu'on plonge dans l'eau. Si vous plongez un bâton dans l'eau, vous le voyez comme s'il était cassé. Donc si vous voulez qu'il ait l'air droit, il faut le casser avant. Et la traduction, c'est un peu ce travail-là où on va travailler la forme pour faire oublier, entre guillemets, au lecteur que ce qu'il lit n'est pas le texte original. Que c'est un faux, mais il faut que ça... Voilà, pour moi, on fait un faux quand on traduit. Donc c'est intéressant. Et puis quand je traduis, qu'est-ce que je fais ? Je fais exactement la même chose que quand j'écris. En fait, je ne travaille que le français. Je travaille pas l'anglais. Au contraire, l'anglais, je suis censé l'effacer, l'oublier. Il n'existe plus. Donc c'est un rapport très étrange. C'est-à-dire que vous aimez un livre en anglais, vous voulez le traduire, et en fait vous le niez, vous l'éliminez, vous l'effacez pour faire apparaître autre chose. Mais c'est ça qui est absolument passionnant. Et ça ne peut l'être que effectivement si on choisit les textes qu'on aime. Et c'est même aller au-delà, parce que il y a des textes que j'aime mais que je ne saurais pas traduire. Donc il faut en plus être sûr d'avoir trouvé je sais qu'une fois j'ai traduit le premier tome des mémoires de Margaret Thatcher. Je peux vous dire que c'est pas la même expérience du tout que de traduire William Gass. Voilà. Pour vos livres, c'est vous qui choisissez à quelle maison d'édition vous faites voilà. Et comment vous choisissez ça ? Parce que je me dis, tantôt, c'est un culte,
Tantôt c'est Le Seuil, tantôt c'est Actes Sud, tantôt c'est Vertical. Bon, déjà, j'ai eu après des éditeurs successifs. Bon, j'ai été longtemps chez Vertical, j'ai fait 5 livres chez eux. Après, je suis passé à Actes Sud pour diverses raisons. J'en ai fait 5-6. Donc, on va dire que j'ai un éditeur principal. Et après, il y a deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a des textes, à mon avis, ils sont pas faits pour eux. Ils sont peut-être plus pour une petite maison d'édition. Par exemple, j'ai fait un recueil de poèmes. Sa place n'était pas chez Actes Sud, il valait mieux aller dans la collection chez Flammarion d'Yves Dimano, qui fait que de la poésie. J'ai fait un essai sur l'échec, et bon, il correspondait à une collection qui était chez Autrement. Donc, je trouve il faut aussi savoir, on va dire, trouver le bon lieu d'accueil pour que le livre ait un peu plus de chances de vivre normalement. Et puis après, il y a aussi le fait de, quand on écrit beaucoup, on peut pas amener 3 manuscrits par an au même éditeur. Son but, c'est pas de couler immédiatement. Tu vois. Donc, quand même. Juste un mot pour la traduction, parce que je crois que quand même on accorde de plus en plus d'importance aux traducteurs, heureusement. Et quand Laszlo Krasna-Orkai est venu ici présenter son livre Seyobo, à la fin, il s'est levé, je ne sais pas si tu t'en souviens Nicolas, il a montré le livre et il a dit « Ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, même si j'en suis responsable, c'est Madame Joëlle Dufeuilly, la traductrice. » Et c'était vraiment un bel hommage. Oui, non, mais des livres qu'on peut lire, c'est vrai que ça a beaucoup changé, on va dire, en 20 ans. Avant, les gens s'en fichaient un petit peu de savoir qui avait traduit, etc. Mais il y a eu de plus en plus de colloques, de rencontres, même en librairie. Hein. Moi, j'ai déjà participé à des rencontres sur la traduction en librairie, et des fois, il y avait 100 personnes, et on était les premiers étonnés, mais... voilà, parce que le traducteur, c'est pas juste quelqu'un qui traduit le livre, souvent c'est même lui qui a apporté l'auteur à l'éditeur, qui a essayé de faire le connaître, qui le connaît des fois même personnellement, qui l'accompagne, qui va même servir d'interprète quand il faut, et il imprime sa patte. Voilà, donc c'est un sujet qui maintenant qui rappelle aux gens, voilà, que c'est un fait d'écriture, et que il peut y avoir aussi chose qui est très troublante, c'est qu'il peut y avoir 3 traductions d'un même livre. Alors on s'en est jamais trop préoccupé quand c'était des textes classiques. Voilà, il y a 5 versions de l'Iliade, et pour la poésie. Mais même pour des livres récents, on peut faire plusieurs traductions, et c'est pas que l'une va être meilleure que l'autre. Il peut y avoir des erreurs dans l'une et des erreurs dans l'autre, des choses mieux. Et on peut pas faire non plus un mix de 3 traductions existantes pour avoir une traduction idéale, ça n'existe pas. En ce moment, par exemple, je suis en train de retraduire des livres de Graham Greene dont je parlais tout à l'heure. Mais le but, c'est pas de faire mieux, c'est de faire autrement, parce que les traductions, c'est un phénomène très étrange, mais elles vieillissent plus que le livre. Voilà. Oui, mais alors moi peut-être on va avant d'en terminer, j'aimerais bien que quand même vous nous disiez quelques mots de ce titre que je trouve assez mélancolique, moi, parce que j'ai pensé à des larmes, mais non. Alors le titre c'est compliqué parce que en fait dès que je commence un livre, je l'appelle livre 20, V-A-I-N. Et j'avais écrit un de mes premiers livres s'appelait Livre 19. Et donc je me suis dit, ce serait amusant un jour de faire un livre qui s'appellerait Livre 20, mais s'écrirait V-A-I-N, ou peut-être V-I-N. Hein. On verra comment ça tourne. Et chaque fois, l'éditeur me dit, non, on peut pas appeler un livre Livre 20, c'est pas possible. Donc chaque fois, je me casse la tête pour trouver un autre titre, et celui-là, il était quasiment presque en impression. On avait essayé plein de titres. Donc c'est horrible quand vous cherchez un titre, parce que vous faites des listes. Et alors, le soir, vous êtes super content, et puis le matin, vous relisez votre liste. Non, ça ne va pas du tout, c'est complètement débile. Et puis en fait, j'ai repensé à cette chanson, qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui est donc une chanson chantée par Michel Legrand, en français, tous les moulins de mon cœur, voilà. Qui est en plus une chanson que ma femme avait mis dans un de ses films, donc on avait un lien, on va dire, affectif pour cette chanson, qui est une très belle chanson, qui existe une version anglaise aussi, qui est très connue, The Windmills of My Heart. Et je me suis dit, en fait, des milliers de ronds dans l'eau, alors c'est un peu une facilité, parce que je suis pas le seul écrivain, des fois, à prendre un petit bout de chanson comme titre, ça c'est vraiment quand on est sûr de pas trouver, finalement, pourquoi pas aller vers la poésie, ou la chanson, effectivement, où on peut avoir un petit segment qui lui, il est parfait en soi,
parce qu'il est déjà une ritournelle. Ouais, c'est ça, c'est la ritournelle. Et c'est pas que pour ça, c'est parce que je trouve que des milliers de ronds dans l'eau était vraiment le fonctionnement du livre, où c'est voilà, une goutte tombe, elle en fait plusieurs, il y en a plusieurs, elles se croisent, elles se répondent. Ouais, d'accord. Et des résonances, quoi, des caisses de résonance. La recherche du temps perdu devait s'appeler les intermittences du cœur, hein, donc après on se serait habitué, hein, je pense. Ouais. Et oui, bien sûr. Et alors peut-être juste une dernière, puisque vous l'avez évoqué, toujours dans cet esprit de gravité, moi je m'étais dit, parce que le livre, chacune des 4 parties est circonscrite par des dates très précises. Donc en 1999, on termine en 2002, et puis la dernière partie entreprend de 1962 à 2025. Donc, et puis la dédicace du livre, elle est pour Marion, donc, qui est votre compagne, et c'est le momento. Alors moi je me suis dit que c'est un livre que vous avez porté pendant 20 ans, que vous le portiez en vous depuis 2020. C'est le momento. Ouais. Non, parce qu'en fait, on était en Espagne il n'y a pas longtemps, il y avait une grande publicité, c'était pour un produit ou pour un vote ou je sais pas quoi, il y avait marqué c'est le momento, et cette phrase nous a plu. Voilà, donc. Mais est-ce qu'on porte les livres depuis 20 ans moi, j'espère. Souvent, quand les gens vous demandent, pas souvent, non, mais des fois, les gens vous demandent combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre. C'est compliqué parce que on peut pas compter en heures, de cogitation, etc. Donc au bout d'un moment, maintenant, quand on me demande, je réponds mon âge, parce que je pense pas que j'aurais pu l'écrire avant, donc j'estime qu'il m'a fallu tout ça pour le faire. Ça oblige à donner l'âge, donc je vais arrêter. Mais... Oui, c'est ça. Bon, Claro, merci beaucoup. Merci. Vous avez pu entendre Claro, auteur du roman Des milliers de ronds dans l'eau, publié chez Actes Sud, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 13 février 2025. Parmi ses nombreuses publications, on peut citer Sous d'autres formes, nous reviendrons, aux éditions du Seuil, La maison indigène, Les souffrances du jeune ver de terre chez Actes Sud, Cannibale lecteur, aux éditions Inculte, Enfilade, chez Vertical. Réalisation et mise en onde, Radio, avec Radio Plus et Radio Terre. Když nemáš, tak rád můžeš mít.